Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamekili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Papa Henri, bonjour. Bonjour Jeanne. Voilà, là, on va encore commenter l'actualité aujourd'hui. Nous allons sans plus tarder commencer avec l'affaire Malou Malou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette mascarade qui s'est déroulée il y a 2 jours à Kinshasa? Vous parlez de mascarade, vous faites certainement allusion à la mise en scène qui a entouré l'audition en réalité, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Le président de la CENI a été entendu sur PV au parquet général de la République pour un certain nombre de choses. Nous n'avons pas le détail, bien évidemment, mais il y a 2 tendances, en tout cas 2 scénarios qui circulent à ce sujet. L'un serait lié à une affaire strictement privée et l'autre serait en rapport avec la plainte qui aurait été déposée ou qui a été déposée par l'opposition contre l'abbé Malou Malou. Alors à ce stade-ci, nous n'avons que des supputations, des spéculations, mais certainement pas le fin mot de l'histoire. Mais quand même, quand on regarde bien, ils se sont empressés d'abord eux-mêmes, donc les médias du pouvoir, de dire que Malou Malou est aux arrêts. Après, lui-même, en sortant de là, a démenti qu'il a été juste auditionné. Pourquoi une telle cacophonie? Non, ce n'est pas une cacophonie, c'est une dramatisation, à mon avis, voulue et orchestrée pour crédibiliser l'abbé Malou Malou aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale et montrer qu'il est injusticiable comme un autre. Voilà, je pense que c'est ça le fin mot de l'histoire. Donc, il n'y a rien de... Écoutez, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau convoqué et que l'on ait d'autres détails, je pense qu'il faudra simplement attendre sa propre mise au point. Mais là encore, il ne faut pas se bercer d'illusions. Nous sommes dans la communication pure et simple. Et puis, est-ce que la procédure a été respectée? Parce qu'il semble qu'il aurait une immunité, comme un ministre. Non, pas du tout. Justement, il n'y a que le procureur général de la République qui peut auditionner sur PV ou simplement convoquer quelqu'un comme l'abbé Malou Malou, qui, je le rappelle, d'après les textes qui régissent la CENI, aurait rang de ministre. Donc, c'est un justiciable comme un autre, mais qui bénéficie de ce que l'on appelle le privilège de juridiction. D'accord. Passons au deuxième point, la découverte d'un gisement par la société de Dan Gettler. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est un gisement qui regorge de réserves exceptionnelles, puisqu'on parle de 3 milliards de barils. Enfin, c'est hallucinant. Maintenant, c'est vrai que c'est la société de Dan Gettler qui est à l'origine de cette découverte, puisqu'ils ont mis les moyens inhérents à cette exploration. Et quand on connaît les liens qui unissent Dan Gettler au sommet de l'État, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'une fois de plus, les Congolais pourraient assister impuissants à un échange de bons procédés. Donc voilà, nous verrons comment tout cela va s'articuler, mais à la manière dont les choses sont présentées, Dan Gettler est effectivement présenté comme étant le principal bénéficiaire de cette opération. Et pourquoi? Parce que c'est lui, je veux dire, est-ce que dès le moment où il trouve un gisement, automatiquement ça lui appartient ou il peut en bénéficier et exploiter à partir du moment où sa société... vous savez, l'exploration nécessite beaucoup de moyens, et à partir du moment où sa société a mis les moyens pour y parvenir, avec bien évidemment l'autorisation de l'État, il est clair que dans le partenariat qui va certainement se nouer, et qui s'est déjà noué avec... entre l'État et la société de Dan Gettler, je rappelle, Oil of RDC, il y aura certainement une répartition des bénéfices, ou en tout cas des tâches, qui se fera conformément aux accords qui auront été pris entre les 2 parties. Mais on est encore là dans une opacité qui nous rappelle un peu ce qui se passe dans le secteur minier. Donc là encore, ne vous attendez pas à ce que le gouvernement communique dans la transparence sur ce dossier. J'entends les médias occidentaux dire que ça va bénéficier au peuple, le fait qu'on ait trouvé ce grand gisement. Mais je voulais dire que le Congo a plusieurs richesses jusqu'aujourd'hui et
ça ne semble pas déjà profiter au peuple congolais. Alors pourquoi par miracle seulement ce nouveau gisement? Parce que, ne l'oublions pas, à la frontière avec l'Angola, il y a les Angolais qui exploitent déjà le pétrole congolais. Il y a de l'or, il y a le diamant, il y a le zinc, il y a l'uranium. Et toutes ces richesses ne profitent pas au peuple congolais. Alors pourquoi subitement juste ce pétrole du lac Albert devrait changer la vie des Congolais? Le gouvernement à l'heure actuelle est obligé de communiquer. D'un côté, le gouvernement nous rappelle à l'envi les indicateurs macroéconomiques qui sont plutôt bons, il faut le reconnaître. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'il y ait de bonnes nouvelles. Alors, quant à savoir si cela aura un impact sur le trésor public, bien malin qui pourrait répondre à cette question. Mais l'expérience du passé nous renseigne que cela n'a pas toujours été le cas, voire pas du tout. Donc là encore, je crois qu'il faut laisser le gouvernement surcommuniquer comme il a l'habitude de le faire, essayer peut-être de se convaincre que le pays est sur la voie du développement, ce qui serait souhaitable, il serait temps d'ailleurs, mais de là à affirmer qu'il y aura des retombées dans le panier de la ménagère, je crois que c'est un pas que je me garderai de franchir. Lors du séjour de M. Kabila à Washington, il y a eu deux faits qui se sont déroulés. Le premier fait, c'est le passe d'armes entre Russ Feingold et M. Lambert Mende. Rappelons-le, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Chaque fois que M. Feingold suggère une bonne gouvernance au gouvernement congolais, M. Lambert Mende monte au créneau. Et ici, il l'a fait d'une manière peu diplomatique en disant qu'il va la faire boucler à M. Feingold comme il l'avait fait pour M. Karl de Gucht. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tout ça est folklorique. En réalité, je pense que autant Russ Feingold a évoqué ni plus ni moins la position de son gouvernement américain au sujet. Et il parlait au nom de M. Obama et non à son nom propre. Bien ça, entendu, il faut le rappeler. Bien sûr. Maintenant, la réaction de Lambert Mende, il ne pouvait pas faire moins que ce qu'il a dit ou que ce qu'il a fait, puisque le gouvernement à l'heure actuelle est sur la défensive sur toute question relative à la bonne gouvernance et à la perspective d'une révision constitutionnelle, bien évidemment, que d'aucuns considèrent comme inacceptable. Voilà, donc il a fait son show, tant mieux pour lui. Mais il faut savoir que sur le plan diplomatique, à l'heure actuelle, il y a une pression conjuguée à la fois de certains gouvernements étrangers, de certains partenaires, mais aussi de l'opinion publique qui reste réfractaire à toute idée de révision. Si un consensus se dégage au sein de l'opinion, au sein de la classe politique pour qu'il en soit ainsi, ce sera autre chose. Mais je ne suis pas certain que lancer des anathèmes constitue un moyen efficace d'élever le débat. Donc moi je mettrais ça plutôt sur le compte des divers. Et vous savez, dans ce genre de situation, les Américains, en règle générale, ne donnent pas de suite immédiate à ce genre de passe d'armes. Et vous verrez que très rapidement, le principe de réalité s'imposera à Kinshasa. Deuxième point qui se sont déroulés, autre incident qui s'est déroulé à Washington, c'est un opposant, donc un manifestant qui s'est retrouvé, je dirais, au mauvais endroit. C'est qu'il s'est retrouvé devant l'hôtel de M. Kabila en train de manifester et il s'est fait frapper par plus de 8 gardes du corps, comme il le dit lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, tout en sachant qu'aux États-Unis, on respecte les droits de l'homme et surtout les droits à manifester. Et tous les jours, il y a des manifestants devant la Maison-Blanche et se faire frapper comme il s'est fait avec des dents cassées et comme les images, nous avons pu le voir, étaient assez violentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport, quelle image il renvoie auprès de ses partenaires américains et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est une image évidemment désastreuse qui est renvoyée à l'opinion publique d'abord américaine et puis internationale. Ça montre bien qu'au niveau de Kinshasa, la tentation est toujours très grande d'importer
des pratiques d'un autre âge, hein, qui malheureusement montrent que le régime a visiblement des signes d'affolement. Mais c'est vrai que c'est inacceptable dans la mesure où c'était effectivement un droit reconnu. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'excès de zèle de la part des membres de la sécurité de Joseph Kabila, mais je pense aussi qu'il y a eu une méconnaissance des droits les plus fondamentaux de la personne humaine. Et ça, c'est malheureusement quelque chose de récurrent, puisqu'on le voit aussi dans notre pays. Je vous rappelle qu'il y a de cela quelques jours à peine, l'un des responsables des Voix des Sans-Voix a été libéré après avoir été enfermé pendant plusieurs jours, semaines, à l'ANER, si je ne m'abuse. Donc voilà, je crois que là aussi, le gouvernement fait fausse route. Et on voit très bien qu'il y a vraiment une difficulté de pouvoir concilier les impératifs de respect des droits de l'homme et ceux d'un gouvernement pleinement responsable et conscient de ce qu'il a à faire pour le bien-être de ses concitoyens. Pour le reste, c'est effectivement le moment le plus sombre de ce sommet États-Unis-Afrique. Et je précise d'ailleurs que la Gambie aussi a été pointée du doigt, puisqu'il y a eu des incidents qui ont été signalés également contre un sujet gambien. Que pouvez-vous nous dire concernant la problématique qui se déroule actuellement dans l'Est, qui veut que la population ne puisse pas manifester contre le cantonnement des FDLR qui est à l'ordre du jour? Alors ça, c'est aussi hallucinant comme mesure qui a été prise. Il faut rappeler le contexte. Certains éléments FDLR ont accepté de déposer les armes et en échange de cette reddition, se sont vus proposer d'être rassemblés et cantonnés dans la province orientale, notamment à Kisangani, avec leurs familles. Alors bien évidemment, la société civile de la province orientale a réagi négativement en avançant des arguments qui consistent à dire notamment qu'après tout le mal qu'ils ont fait à l'Est, nous ne pouvons pas prendre le risque d'accueillir ces gens ici parce qu'ils pourraient reproduire les comportements qui ont été les leurs. Et aux dernières nouvelles, c'est officiel, l'armée a reçu pour instruction d'empêcher tout rassemblement de personnes qui s'opposeraient au cantonnement de ces FDLR. Là, je crois qu'un pas supplémentaire a été franchi, je dirais, dans l'inadmissible, parce qu'on ne peut pas raisonnablement empêcher à des populations qui vivent dans une zone sécurisée de pouvoir s'opposer à l'arrivée de gens qui ont été rendus responsables de massacres et d'exactions. Mais ne serait pas plus facile de les ramener, en fait, chez eux? Je ne comprends pas pourquoi. C'est la solution idéale. Mais pourquoi la solution? Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut les cantonner dans plusieurs provinces. Du Congo, nous savons d'où est-ce qu'ils viennent, nous savons où se trouve leur pays, et on ne veut pas, ou leur pays ne fait pas l'effort d'accueillir ces ressortissants. Le pays ne veut pas, tout simplement. Le régime de Paul Kagame ne veut pas. Le régime de Paul Kagame veut uniquement accueillir les FDLR qui auront pris des engagements particuliers à intégrer les nouvelles structures qui ont été mises à leur disposition, ne veulent pas entendre parler d'un processus politique ou d'un processus de réconciliation nationale. Donc c'est à la RDC de régler ce problème-là, ce qui est inadmissible, parce que dans l'entretemps, lorsque ce même pays alimente des groupes armés pour déstabiliser l'Est, il ne fait pas l'objet de la moindre condamnation de la communauté internationale. Voilà que maintenant, ce groupe armé qui a causé tant de malheur à l'Est de la RDC se voit proposer un cantonnement dans la province orientale, et là, pour le coup, les Congolais, chez eux, n'ont même plus le droit d'exprimer leur mécontentement. Je ne comprends pas, et je vous avoue que cette situation me laisse perplexe. Dernier point, la polémique autour de l'état de santé de M. Etienne Tshisekedi. D'abord, ça avait commencé sur la RTNC avec un membre de famille du nom de Martin Tshisekedi qui avait confirmé qu'il y avait un avion qui avait été affrété. Et puis, deuxièmement, et ça s'est passé hier, ils ont carrément été plus loin, franchi une nouvelle étape en publiant carrément le bulletin de santé de M. Etienne Tshisekedi. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'indécence de la part de ceux qui se sont employés à alimenter cette polémique. Je crois que
il faut respecter la personne d'Étienne Tshisekedi dans la mesure où c'est un homme qui aspire au respect d'abord, ce qui est normal, mais également au repos et au respect de sa propre famille. Cela étant, je ne peux pas m'empêcher de penser que son état de santé est devenu presque un argument contre lui, pour bien montrer que l'UDPS n'est plus en situation de fonctionner et qu'une fragilité de son président national est de nature, bien évidemment, à rendre ce parti inopérant. On voit très bien la ficelle qui se cache derrière toute cette affaire, c'est effectivement de montrer qu'il y a un vrai problème au sein de ce parti-là. De la même manière, et je le déplore, il faut vraiment le reconnaître aussi, le parti n'a pas très bien communiqué non plus sur cette affaire, dans la mesure où les réponses qui ont été apportées ne faisaient qu'alimenter le soupçon et amplifier la rumeur qui, elle, était encouragée par le camp d'en face. Je crois que avoir des problèmes de santé en soi n'est pas dramatique, mais surcommuniquer et spéculer sur la suite à donner à cette situation me paraît totalement indécent et indigne d'un État où, le moins que l'on puisse dire, tout est bon à prendre pour discréditer un adversaire politique. Que fait-on maintenant du secret médical qui voudrait qu'on ne puisse pas publier publiquement, puisqu'il n'y avait pas de raison à ce qu'on puisse publier le bulletin de santé de M. Tshisekedi. Et je rappelle que les documents qu'on montre que voilà, il y a un avion qui a été commandé, nulle part on ne fait état ou nulle part on peut montrer qu'en fait il s'agit d'une commande qui vient de l'UDPS ou des membres de la famille de M. Tshisekedi. On met juste que voilà, il y a un avion avec le nom de Madame Tshisekedi et M. Tshisekedi, mais en même temps, son fils l'a très bien dit dans nos médias, que il y avait des démarches et des préparatifs en cours dont le pouvoir était au courant pour une future évacuation vers l'étranger. Là, vous venez de répondre à la question, c'est-à-dire que s'il y a eu effectivement un processus qui a été enclenché, je dirais la sagesse voudrait qu'on laisse ce processus aller à son terme et ne pas aller plus vite que la musique. Je l'ai dit, l'objectif aujourd'hui, visiblement de certains, c'est de discréditer et d'affaiblir l'UDPS en attaquant la personne de son chef par, bien évidemment, son état de santé. Vous parlez de secret médical. Vous savez, nous sommes ici en Belgique, pas très loin d'ici en France. C'est un secret qui est allègrement violé lorsque des implications politiques sont apparentes ou nécessaires. Donc, voilà, je ne sais pas en dire plus. Nous sommes véritablement là dans une campagne de dénigrement et de discrédit à l'égard d'Étienne Tshisekedi. Mais ça tente à prouver que l'UDPS gêne et M. Tshisekedi gêne le pouvoir en place. Étienne Tshisekedi, bien qu'inactif depuis plusieurs mois, reste une valeur sûre sur le plan médiatique et sur le plan politique. Il est bien évident qu'aujourd'hui, même au sein de l'opposition, la personne qu'il représente et ce qu'il incarne reste bien évidemment, je dirais, un des éléments clés permettant à cette opposition d'envisager une alternance. Il a été pendant très longtemps le leader incontesté de cette opposition. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, puisqu'on voit apparaître d'autres leaders. Mais c'est vrai que la personnalité qui est la sienne le rend toujours incontournable, en dépit du fait qu'il soit affaibli par la maladie. Pour aujourd'hui, nous allons en rester là. Merci. Merci, Jeannot. Remna Music. Marquis Stiller. Akenjo. Ouais. Une chanson d'espoir pour le Congo. Ouais. Maboko. Tosimani. Bisoti Ensemble. Massimekolo. Personne ne viendra prendre notre place des Congolais. C'est à nous les Congolais. Rien que pour nous. Et sur ces sons, rien que la vérité.
If my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will heal the land. 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 Encore une fois pour ma patrie, ceci n'est pas pour nous faire danser, non plus pour nous faire pleurer. Prenons conscience, mais